Qu'attendre de la rencontre Tshisekedi-Kagame? Doit-on encore croire à la solution diplomatique? Corridor de Lobito, conditions des diplomates, gestion de la diaspora. Face à face spécial, je reçois ce vendredi 6 décembre, après le journal de 19h, Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères. Rediffusion ce samedi 7 décembre, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Madame Thérèse Kayikwamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Lusakweno. Merci enfin d'accepter notre invitation. Merci pour votre patience. 6 mois à la tête du ministère des Affaires étrangères. On va parler de la diplomatie, option résolument celle de la République démocratique du Congo à l'est de la République pour la crise avec le Rwanda et le M23. Mais avant tout ça, je voudrais parler actualité. Mardi, vous étiez à Lobito, tête à tête Félix Tshisekedi, Joe Biden. Que se sont dit les deux hommes? J'ai eu le privilège d'accompagner son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant cette visite historique et aussi pendant son échange avec son homologue américain, M. Joe Biden. Je ne vais pas entrer dans les détails, évidemment, mais je peux dire que c'était un échange franc et un échange constructif. Les questions de la République démocratique du Congo que nous portons aussi au niveau des affaires étrangères, telles que nos préoccupations par rapport à l'intégrité territoriale de notre pays, ont été un des sujets, mais aussi la question du corridor de Lobito. Je pense que les États-Unis d'Amérique l'ont démontré en étant le premier pays membre permanent du Conseil de sécurité qui a dénoncé la présence des forces armées rwandaises sur notre territoire, qu'elles écoutent nos messages, qu'elles y répondent et aussi qu'elles sont résolument du côté de la République démocratique du Congo et de toute la région des Grands Lacs pour trouver une solution durable à la situation. Donc c'était les deux questions principales, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, mais en même temps aussi la question du corridor de Lobito et son potentiel immense pour la République démocratique du Congo et toute la sous-région. On va arriver au corridor de Lobito, mais vous dites on écoute, on répond. Le premier, les États-Unis sont derrière la République démocratique du Congo qui demande des sanctions. Joe Biden s'en va, sanctions il n'y a pas eu. Pardon? Joe Biden s'en va, oui. Sanctions il n'y a pas eu. Il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions contre des individus, des membres du M23 et des forces armées rwandaises aussi. Des officiers des forces armées rwandaises. Rien de vraiment autant perceptible comme des généraux, les sanctions qui ont touché la République démocratique du Congo quand on se retrouvait plus ou moins dans la même situation? Bon, je pense que ça, c'est un travail continu, évidemment. Un des arguments sur lesquels nous revenons perpétuellement dans nos plaidoyers, aussi auprès des États-Unis d'Amérique, c'est que la question de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, la présence de près de 4000 troupes rwandaises selon le groupe des experts des Nations Unies, donc une source objective à notre avis, parce que nous avons aussi nos chiffres qui sont bien plus élevés que cela. Mais si nous prenons les chiffres du groupe d'experts des Nations Unies, nous pensons à peu près 4000 troupes rwandaises. Et c'est un point très important dans notre plaidoyer quand nous parlons aux Américains et aux autres. C'est une question de la chaîne de commandement. C'est pour cela qu'il est important, quand nous parlons de sanctions, justement, d'avoir des sanctions au niveau des forces armées rwandaises, telles qu'il y en a eu. J'avoue que je n'ai pas les noms en tête des généraux qui ont été sanctionnés, mais il y a eu des sanctions. Nous continuons notre plaidoyer, justement, parce que c'est une décision étatique, c'est une décision politique qui a été prise à Kigali, et donc il y a toute une chaîne de commandement qui doit être responsabilisée. On va revenir sur le dossier de l'Est. Parlons, je sais que vous n'êtes pas le ministre de l'économie, mais enfin, c'est quand même les affaires étrangères. Vous l'avez dit, c'était au sujet de la rencontre entre les deux hommes d'État. Corridor de Lobito, initiative américaine pour permettre à la République démocratique du Congo de mieux exporter ses minerais, notamment. C'est l'Angola qui principalement va en profiter. C'est près de 1000 km en territoire angolais. C'est la Zambie aussi qui profite, elle exporte. Mais le plus gros producteur, c'est le chinois. Alors, pourquoi investissement américain pour contrer la Chine, pour gagner chez nous, avant que l'on puisse traiter nous-mêmes? Explication. Alors, la politique, on le dit toujours, ce sont des intérêts.
Nous devons saisir cela comme une opportunité pour nous aussi. Le corridor de Lobito n'est pas juste un investissement dans les infrastructures. Ce n'est pas juste un investissement dans l'acheminement de nos matières premières vers le port de Lobito et donc l'exportation vers les bourses internationales. C'est aussi notre occasion à nous, en République démocratique du Congo, de surmonter les défis que nous avons en termes de connectivité entre les provinces, en termes de désenclavement. Le corridor de Lobito, le projet lui-même a avancé un peu plus vite en Angola et en Zambie. La République démocratique du Congo, nous avions encore quelques étapes administratives et législatives à franchir. Tout cela maintenant ayant été fait, nous allons aussi entrer en vitesse de croisière. Et je pense qu'en Angola et en Zambie, on voit déjà d'autres retombées qui montrent que ce projet va au-delà d'un simple projet d'infrastructure. Nous voyons qu'il y a des villes, des communautés qui bénéficient de cette infrastructure. Nous avons l'agriculture qui en bénéficie. Et évidemment, la responsabilité est la nôtre. Je ne vais pas nier que les Américains ont des intérêts. Et c'est la raison pour laquelle ils investissent des millions, des milliards dans le corridor de Lobito. Tout comme les Chinois ont des intérêts. Tout le monde a des intérêts. Maintenant, la question qui se pose et le défi qui se pose pour la République démocratique du Congo, c'est de définir nos intérêts dans ce projet spécifique du corridor de Lobito, parce que nous en parlons, et de voir comment nous allons les défendre. Et donc, nos intérêts, c'est tout d'abord de définir et de comprendre ce projet comme bien plus qu'une simple infrastructure, exiger justement qu'il ne s'agit pas juste de l'acheminement des matières premières. Ça veut dire que nous nous investissons dans l'intérêt d'avoir une première transformation, une addition de valeur de nos minerais, par exemple, avant de les exporter, mais aussi les intérêts justement d'investir dans l'agriculture, dans la transformation de produits agroalimentaires, pour que nous utilisions justement ce corridor de Lobito pour avoir un accès aux marchés internationaux. Donc, la responsabilité est aussi la nôtre, d'identifier nos intérêts, de les défendre et de nous assurer que notre population bénéficie et jouisse de ce projet important qui répond aux intérêts de beaucoup d'autres, mais qui doit aussi répondre aux nôtres. Notre défi, c'est aussi peut-être d'avoir notre corridor de Mwanda, parce que tout ce qui profite à la Zambie, tout ce qui profite à l'Angola aurait pu aussi profiter sur tout le chemin à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il nous est interdit d'avoir le nôtre ? Rien ne nous est interdit. Est-ce qu'il est interdit aux Chinois de transiter par ce corridor ? De Lobito ? Oui. Je devrais vérifier, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je devrais vérifier s'il y a des stipulations de cet ordre-là, mais je ne pense pas. C'est pas impossible donc ? Non. Et encore une fois, nous devons voir la question de partenariat, la question du développement, tout d'abord d'un point de vue de notre souveraineté. En tant que gouvernement, en tant qu'État congolais, nous avons le droit de choisir nos partenaires. Et ce choix de partenaires doit tout d'abord être informé par nos intérêts. Ensuite, il y a notre intérêt légitime de voir une diversification des partenaires, parce que ça nous donne plus de chances, ça nous donne plus d'options, et parce que les partenaires, nous y attendons, devraient en fait être en République démocratique du Congo dans une logique de complémentarité. Nous ne sommes pas dans une logique d'exclusivité. Je sais que la question du corridor de Lobito, elle peut être vue de plusieurs perspectives. On peut la voir comme une question de course géopolitique et géostratégique entre deux puissances. Mais ça, c'est nous mettre, nous, République démocratique du Congo, dans une position d'un pays qui subit les intérêts des uns et des autres. Non, non, nous nous affirmons. Nous avons des intérêts et nous les défendons. C'est pour cela que quand il s'agit de notre politique de partenariat, ce n'est pas une politique d'exclusivité, mais une politique de complémentarité. En République démocratique du Congo, nous avons de l'espace pour tous, pour tous les partenaires qui nous respectent, qui respectent nos valeurs. Et nous attendons de ces partenaires de travailler ensemble autant que possible et de se compléter dans leurs actions et dans leur présence. Puisque vous dites « nous nous affirmons », vous serez donc d'accord avec moi que la meilleure affirmation que la République démocratique du Congo peut avoir, c'est d'avoir ou de construire le corridor de Mwanda. C'est de continuer d'investir dans ces infrastructures
et de continuer d'investir dans une complémentarité. On ne peut pas non plus tout miser sur une seule infrastructure comme le corridor de Lobito. Évidemment, vous regardez tout autre pays, aucun pays ne s'est développé avec une seule voie d'acheminement. Donc c'est tout à fait normal et tout à fait légitime pour la République démocratique du Congo d'avoir un développement de ces infrastructures qui ne se limitent pas, qui ne privilégient pas certaines zones et qui se complètent. Il ne nous est pas interdit d'aller dans ce sens. On n'a pas signé de contrat qui nous lie sur de nombreuses années au corridor de Lobito. Nous sommes un État souverain. Merci Madame, côté économique, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Revenons à la diplomatie. Qu'attendre du processus de paix de Luanda, alors que depuis une semaine, les hostilités ont repris avec les sociétés civiles, hein, on ne parle pas d'affirmation du gouvernement, contact dans la société civile, les offensives M23 RDF. Alors je sais que tout d'abord, la question du processus de Luanda suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de curiosité aussi. C'est tout à fait légitime. C'est surtout légitime en République démocratique du Congo. Je le dis toujours parce que ce sont nos frères, nos sœurs, nos mères et nos pères qui sont ceux qui souffrent en premier et le plus longtemps de cette crise. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce processus. Il y a aussi beaucoup de spéculations sur comment il devrait se dérouler et je le respecte entièrement parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Le processus de Luanda est, si vous voulez, le pan diplomatique de nos efforts pour arriver à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et évidemment toute la sous-région, nous l'espérons. Nos attentes sont que ce processus aboutisse à un accord contraignant pour toutes les parties. Un accord qui nous permette à responsabiliser chacun pour son rôle, pour la contribution qu'il ou elle doit apporter à la résolution de la situation actuelle. Ce qui est important, c'est que pour que le processus de Luanda aboutisse, nous avons besoin d'engagements fermes. Nous avons besoin de signatures noir sur blanc et de ces engagements. Donc je comprends tout à fait que la reprise d'hostilité, et surtout, je ne veux pas dire reprise d'hostilité, mais les escarmouches qu'on observe ici et là... Escarmouches alors que des vies sont tombées ? Pardon ? Escarmouches alors que des villes sont tombées. On parle de cités, de villages conquis. Il ne s'agit pas que d'escarmouches. On parle de prise et de reprise. On parle de combats et de tentatives de conquérir plus de territoires, je le concède. Mais en même temps, nous sommes toujours dans une optique du cessez-le-feu. Nous réitérons déjà du côté de la République démocratique du Congo notre attachement au cessez-le-feu. Depuis le 5 novembre, nous avons un mécanisme qui a été mis en place, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé, auquel la République démocratique du Congo participe, pour justement suivre la mise en œuvre, le respect ou le non-respect de ce cessez-le-feu et pouvoir le documenter et responsabiliser toutes les parties. Et donc, c'est là où la diplomatie joue son jeu de responsabiliser les parties et d'engager la conversation, d'abord avec les premiers concernés, mais aussi avec tous les autres qui contribuent à cet environnement propice qui est supposé nous faire avancer vers un accord. Comment penser à ce que engagement, vous dites la République démocratique du Congo veut des engagements contraignants, comment penser qu'on peut avoir le plus, alors que le moins, ce cessez-le-feu, on ne l'a pas déjà? Le cessez-le-feu, comme je le disais, il est sous épreuve, je le concède. Nous avons un mécanisme, justement, qui a la responsabilité de le documenter. Et sur la base de cela, nous avons plus de leviers, justement, quand nous parlons à nos partenaires, quand nous parlons au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et quand nous parlons au Conseil de sécurité. C'est ce qui nous permet de dire, avec preuve à l'appui, voici les violations qui ont été enregistrées et voici les parties prenantes qui sont responsables et qui doivent être tenues responsables. Donc, je sais que c'est extrêmement frustrant de ne pas voir ce cessez-le-feu être respecté. Nous avions de grandes attentes et c'est décevant de voir que l'autre partie ne joue pas sa partition, mais en même temps, ça nous permet de les responsabiliser. Ça nous permet, nous, de les confronter au rôle nocif qu'ils jouent par rapport à ce processus. Et c'est la même chose avec un processus de paix qui, nous l'espérons, aboutira à la signature d'un accord. C'est pouvoir avoir un accord et dire « nous nous sommes engagés à faire X, Y, Z, vous avez promis de faire X, Y, Z aussi, qu'en est-il devenu ?»
Et c'est là où nous voulons aller pour responsabiliser toutes les parties. Et nous espérons 30 ans plus tard, combien d'accords plus tard, obtenir avec les mêmes recettes des plats différents? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas uniquement une question de la diplomatie. Nous travaillons en complémentarité avec d'autres domaines du gouvernement, d'autres domaines de la société. C'est une question nationale, d'intérêt national, que chaque Congolais et chaque Congolaise porte de sa manière. Donc la diplomatie n'est qu'une étape. Il y a la République démocratique du Congo a d'autres solutions que la seule diplomatie. Évidemment, nous travaillons en complémentarité. Quand il s'agit de questions de l'intégrité territoriale, il y a évidemment une dimension liée à l'autorité de l'État, il y a une dimension liée à nos forces armées, et c'est pour cela que je dis, on ne parle pas des mêmes recettes pendant 30 ans. Il y a eu un changement à la tête de ce pays. Il y a eu des changements aussi au niveau de notre armée. Il y a eu des efforts au niveau de l'administration territoriale. Et donc, c'est cette complémentarité-là d'efforts qui veut dire qu'on n'est pas nécessairement resté dans la même logique pendant les dernières 30 années. Et même d'un point de vue diplomatique, nous ne sommes pas restés dans la même logique. Nous avons une diplomatie qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus offensive. Le président de la République n'est pas passé par 4 chemins pour dire clairement qui étaient les acteurs derrière le M23, pour dire clairement qu'il ne s'agit pas d'une rébellion du M23, mais d'une présence, d'une occupation d'une force armée étrangère non invitée. Comme avant lui, Joseph Kabila, il disait la même chose, c'était le même discours. Bon, Félix Tshisekedi, peut-être de manière plus forte. Félix Tshisekedi, qui d'ailleurs, le 15 décembre prochain, va rencontrer Paul Kagame. La question, c'est pourquoi ? Justement pour l'aboutissement du processus de Luanda. Un processus qui n'est pas un processus entre nous et le M23, mais un processus entre nous et le Rwanda. Mais il y a M23, il y a FDLR, il y a République démocratique du Congo, il y a Rwanda. Autant nous plaignons du M23 et du RDF, autant eux se plaignent des FDLR. Nous, on semble avoir reconnu que c'est possible. Le Rwanda demande dialogue avec RDC, M23. Pourquoi nous, on ne leur impose pas non plus dialogue FDLR-Rwanda ? Bon, vous savez, la question des FDLR, il y a toutes sortes de susceptibilités autour de cette question. Le lien entre les FDLR et le génocide, lié à l'histoire du Rwanda. C'est aux Rwandais de définir eux-mêmes comment eux veulent gérer ce chapitre de leur histoire, certes douloureux. Il est très difficile pour nous de l'imposer, surtout quand il s'agit d'un tel traumatisme. Donc, les FDLR, le Rwanda doit assumer sa part de la responsabilité. Si le Rwanda décide de ne pas avoir un dialogue avec les FDLR, cela fait aussi plus de 30 ans que nous avons ce phénomène. Donc ce sera à eux aussi de voir leur propre histoire en face et de voir à quel point cette posture leur a aidé ou pas. Du point de vue de la République démocratique du Congo, sur la question du M23, nous avons été toujours clairs. Le processus de Luanda est un processus entre États. Nous ne parlons pas au M23, nous parlons au Rwanda, qui occupe notre territoire souverain. Et le processus de Luanda, vous l'avez évoqué, parle en effet de la question des FDLR, mais il parle aussi du désengagement des forces. Et le désengagement des forces auquel le Rwanda a adhéré, de quoi s'agit-il ? Le gouvernement rwandais ne va pas signer un désengagement de force en République démocratique du Congo pour désengager quelle force ? Ils semblent avoir discuté cela. Il y a eu récemment polémique, d'ailleurs, au sein même du gouvernement, entre les affirmations de ce qui s'est passé à Luanda, l'annonce du Premier ministre... Oui, mais si le Rwanda s'engage à désengager ses forces, c'est qu'il est dedans. On est d'accord. Permettez-moi juste. Si le Rwanda s'engage à désengager les forces en République démocratique du Congo, de quelles forces s'agit-il ? Les siennes. Il ne s'agit pas de la MONUSCO quand même, ou de la SAMIDRC, ou des FRDC. Mais quand... Si le Rwanda adhère à un plan d'opération conjoint qui prévoit le désengagement de forces, il s'agit bien de forces armées rwandaises. Mais quand dans le même moment, la République démocratique du Congo s'engage à faire des efforts par rapport à FDLR, est-ce que c'est donné au Rwanda qui dit que FDLR et République démocratique du Congo, ils ont même récemment parlé du Burundi, même combat ? Non, pas du tout. Je veux dire, la question des FDLR, nous la prenons de manière très directe.
hein, je veux être franche, la question des FDLR, nous ne la nions pas. Nous ne nions pas la présence des FDLR en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que d'abord, les FDLR constituent une menace pour nos populations civiles. C'est dans notre intérêt que les FDLR quittent la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il y a eu déjà plusieurs opérations. Nous voulons en finir une bonne fois pour toutes avec ce prétexte. La Commission nationale rwandaise de démobilisation, dans son rapport annuel de 2022, si je ne me trompe pas, parle d'un chiffre total de démobilisés et de dépendants de 70 000 démobilisés et dépendants en total. Donc, il faut quand même se poser la question, combien de FDLR reste-t-il? Quelle est cette menace qui existe encore? S'il s'agit d'un reliquat, nous allons le gérer une bonne fois pour toutes pour mettre fin à cette question. Mais le point qui est important ici, c'est justement la divergence dans la posture et dans le discours des deux États. Quand nous parlons du processus de Luanda et de ces deux questions qui sont au centre du processus de Luanda, donc d'une part le désengagement des forces, de l'autre la neutralisation des FDLR, la République démocratique du Congo est transparente et assume la réalité des FDLR. Elle assume aussi la responsabilité de dire qu'il y a un intérêt pour nous et pour le Rwanda que cette menace soit éradiquée une bonne fois pour toutes. Quand vous regardez la question du désengagement des forces, je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu un aveu officiel du Rwanda qu'en effet, il s'agit d'un désengagement de force. Je pense qu'ils utilisent le néologisme euphémiste depuis toujours. Ce qu'ils font depuis mesures défensives. Ce qu'ils font depuis toujours. De mesures défensives qui ne sont pas des mesures défensives, qui en réalité sont une offensive et une occupation. Et donc, je pense que ça aussi, ça vous montre la différence dans la posture et dans la sincérité des deux acteurs. Nous avons un acteur qui se cache encore derrière une rhétorique qui n'avoue pas la réalité de sa politique. Et encore une fois, c'est une politique. Ce n'est pas un hasard. D'avoir 4000 militaires dans un territoire souverain, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement qui assume les défis et qui dit « nous allons nous en occuper ». Dès lors, pourquoi, face à pareil interlocuteur, vous qui préparez la rencontre entre les deux chefs d'État, pas pourquoi, mais de quoi vont-ils parler ? Pardon ? De quoi vont-ils parler ? Ils vont parler de ces engagements mutuels, justement. Qu'est-ce qu'ils peuvent conclure ? Le Rwanda refuse de lever ses mesures, vous dites ? Il parle de menaces encore de l'autre côté. Je ne dis pas que le Rwanda refuse de lever ses mesures. C'est pas vous, c'est vrai. C'est Olivier Nduhungirehe, votre homologue, je ne sais pas si... Nduhungirehe, pardon, votre homologue rwandais. Ils n'ont pas levé ces mesures. Ils disent que la menace est toujours là. Mais pourtant, c'est Luanda. Pourtant, c'est Luanda et nous avançons. C'est un processus qui est en cours. Évidemment, il y a aussi un aspect, et je sais que ça suscite beaucoup de spéculations, c'est un processus en cours, c'est un processus qui se passe dans un cadre extrêmement restreint, avec un facilitateur, le président, son Excellence João Lourenço de l'Angola, qui a voulu que ce processus se passe dans un cadre restreint, dans un maximum, si vous voulez, de confidentialité. Et donc, cela suscite beaucoup de spéculations. En même temps, nous, encore une fois, en tant que République démocratique du Congo, nous respectons l'autorité, nous respectons aussi la sagesse du facilitateur et nous respectons ce processus parce que nous tenons à la paix. C'est la raison pour laquelle moi, je ne me trouve pas dans les réseaux sociaux en train de spéculer et en train de me prononcer ou en train même de divulguer des détails des discussions que nous avons. Ou partager même des écrits de ces discussions. C'est une posture tout à fait différente. C'est une diplomatie, à mon avis, responsable parce que je suis consciente de la responsabilité envers notre population. Et donc, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de spéculations. C'est un processus en cours. Nous espérons justement garder le cap, tenant compte du rendez-vous du 15 décembre sur les échéances qui nous restent au niveau ministériel pour justement élaguer toutes ces questions pertinentes et légitimes que vous me posez et qui sont encore en train d'être traitées. Qu'espérez-vous avoir obtenu le 15 décembre ? Le départ des troupes rwandaises de notre territoire. Vous parlez de plusieurs processus encore au niveau des ministres à accomplir. Vous l'obtiendrez le 15 décembre ? Nous allons y contribuer, nous allons fournir nos efforts. La République démocratique du Congo a toujours contribué de manière constructive aux discussions du processus de Luanda.
La dernière réunion a eu lieu le 25 novembre. Elle était prévue pour le 16 novembre, mais malheureusement, la partie rwandaise, malgré l'engagement pris par toutes les parties, n'a pas pu, voulu honorer ce rendez-vous. Donc nous sommes... ou voulu? Je ne suis pas dans le secret de ce qui a poussé la délégation rwandaise à prendre cette décision, mais nous nous sommes retrouvés 9 jours plus tard. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à la paix, nous sommes prêts à discuter et à contribuer de manière constructive. Ça a toujours été notre posture dans ce processus, raison pour laquelle nous communiquons aussi de manière responsable en tant que gouvernement. Prêt au 15 décembre. Et si au 15 décembre, il n'y avait rien, est-ce que entre Joe Biden et Félix Tshisekedi, on a promis enfin de réelles sanctions contre le Rwanda et non pas contre certains généraux? Alors, je ne vais pas entrer dans la spéculation. Tenons compte aussi d'un facteur important. Le 15 décembre, c'est 5 jours avant l'investiture aux États-Unis d'Amérique. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'échange entre les deux chefs d'État. Et je pense que les deux, en tant que chefs d'État responsables, se sont certainement aussi retenus de se lancer dans des spéculations. Nous restons persuadés qu'il faut rester déterminés et concentrés sur l'objectif, et nous avançons dans cette optique. Si le 15 décembre, nous n'avons pas de résultat, ce ne sera pas la faute de la République démocratique du Congo. Nous serons présents à chaque rendez-vous et nous serons présents avec notre même posture. Une posture constructive, mais une posture axée sur nos intérêts et sur le droit international. Je reviens toujours au droit international. La situation à laquelle nous faisons face est une violation du droit international, une violation de notre intégrité territoriale. Et c'est pour cela que nous devons avoir un accord signé entre États. Nous ne signons rien avec le M23. Nous signons avec l'État qui lui-même est en train de violer la Charte des Nations Unies, ce même État qui a bombardé des camps de déplacés, ce même État qui a tiré sur des soldats de la paix, ce qui constitue ou peut constituer un crime de guerre, ce même État qui est le 4e État contributeur aux troupes, aux missions de maintien de la paix. C'est avec cet État que nous parlons, le Rwanda. Et nous le responsabilisons devant ses engagements internationaux, légaux, en tant que membre des Nations Unies. Et qui continue à être financé par l'Union européenne et autres. Dans ce cadre-là, vous avez parlé de l'administration Biden, l'administration Trump. Vous avez déjà pris des contacts avec le futur secrétaire d'État américain? Nous sommes une diplomatie proactive. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais évidemment, nous ne dormons pas et nous ne tournons pas les pouces. C'est la réalité. Je ne pense pas que c'est précipiter les choses, d'anticiper et de tenir compte de la reconfiguration qui se prépare. Et nous sommes en train de suivre de près. Et nous anticipons les choses, évidemment, parce que nous défendons nos intérêts et nous devons le faire avec tous nos interlocuteurs. Donc, il y a un processus en cours aux États-Unis d'Amérique qui est tout à fait normal, prévu par leur Constitution. Nous respectons cela, mais entre-temps, nous suivons de près, nous analysons et nous nous projetons dans cet avenir d'une nouvelle administration sous le président élu Donald Trump. Beaucoup ont dit, les démocrates, c'est le Rwanda, les républicains, ce sera plus la RDC. Vous pensez cela aussi ? Je ne spécule pas sur la posture des uns et des autres. Je préfère miser sur l'assurance de notre diplomatie et le fait que nous défendons nos intérêts. Je ne mise pas sur les variables, si vous voulez, fluctuantes et tout à fait dynamiques de nos interlocuteurs internationaux. La constante chez nous, ce sont nos intérêts. Et donc, en fonction de nos interlocuteurs, nous devons voir comment nous défendons ces intérêts. Mais que ce soit un démocrate ou un républicain, nos intérêts sont les mêmes. Nous allons peut-être devoir interagir avec eux de manière plus adaptée en fonction de l'interlocuteur. Direct aussi, parce que la question c'est que faire pour vous rendre plus efficace. La diplomatie, c'est bien, elle a changé de visage, c'est vrai. C'est peut-être plus efficace, vous nous le direz, mais... le Rwanda continue à bénéficier des bonnes grâces de beaucoup. Tout à fait. Pourquoi, malgré tous ces efforts, vous n'arrivez pas à faire mieux entendre la République démocratique du Congo? Pourquoi, peut-être au nom du génocide ou d'autres raisons, le Rwanda continue à de conserver soutien alors que ce droit international dont vous faisiez mention
nous donne raison à 100%. Tout à fait. Et nous avons raison. Et c'est pour cela que nous continuons ce combat. Nous continuons à responsabiliser toutes les parties prenantes. En particulier les membres permanents du Conseil de sécurité qui, eux, ont une position extrêmement privilégiée, membres permanents du Conseil de sécurité, les membres non permanents, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et évidemment tous nos autres pays partenaires, y compris et nos institutions partenaires comme l'Union européenne. Donc, nous n'allons pas changer, si vous voulez, de posture ou de message. C'est un message responsable et c'est un message qui est ancré et qui a toute sa validité. En même temps, vous me posez une question tout à fait pertinente. Comment ça se fait que ce message n'est pas encore entendu ou ne suscite pas les réactions que nous voudrions susciter? Je pense que c'est une leçon en humilité que l'histoire nous apprend. La diplomatie prend du temps. La diplomatie, ce sont des personnes, ce sont des rapports, ce sont des relations que nous bâtissons, ce sont des narratifs, ce sont des manières de penser que nous changeons. Personne ne change de comportement du jour au lendemain. Et c'est pour cela que nous devons continuer cet effort. Nous devons de manière inlassable continuer à défendre les intérêts de notre pays et en même temps tenir compte du fait que oui, le Rwanda le fait depuis 30 ans. Justement, une diplomatie structurée, une diplomatie qui maintient le même message de manière perpétuelle. Est-ce que cela veut dire que c'est un message franc? Est-ce que cela veut dire que c'est un message qui reflète la réalité? Certes pas. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons tout intérêt de nous investir dans une diplomatie qui s'inscrit dans une continuité de sa communication et de la défense de nos intérêts nationaux. Vous parlez de la diplomatie, parlons-en. Depuis 6 mois, vous êtes à la tête de ce ministère. Avancées et défis, est-ce que vous pourriez rapidement nous dire ce que vous pensez avoir obtenu et quels sont surtout vos défis? Alors, en termes de défis, je vais être très, très franche avec vous. Je pense que j'ai hérité d'un ministère riche en diplomates et en fonctionnaires extrêmement motivés, extrêmement expérimentés, qui ont eu l'opportunité, que ce soit ici à la centrale ou en poste, d'accumuler beaucoup d'expertise. Mais en même temps, il faut se dire les choses en toute franchise et honnêteté. Extrêmement nombreux. Ça aussi. Mais surtout dans des conditions extrêmement difficiles, surtout pour nos diplomates en poste. Ça, c'est un des plus grands défis que moi, j'ai identifié dès le début et que je me suis donné, moi, pour mission d'améliorer. Je ne fais pas de grandes promesses. Je gère les attentes des uns et des autres. Je m'inscris dans une logique de travail d'équipe à 2 niveaux. Tout d'abord, moi, quand je parle du travail d'équipe pour gérer la question des conditions de travail et de vie de nos diplomates en poste et à la centrale et de nos fonctionnaires évidemment aussi. C'est un travail d'équipe parce que le ministère des Affaires étrangères ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin du ministère des Finances, du budget. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une commission permanente pour se pencher sur ces questions. Une des premières questions, c'est la paix de nos diplomates à l'étranger. Au Maroc, il y en a un qui a pleuré devant la Première ministre. Oui. Au Canada, ils se sont plaints. La diplomatie, c'est l'apparat aussi. Nous accusons parfois des retards dus, à mon avis, à des systèmes en place qui ne maximisent pas le potentiel que nous avons atteint aujourd'hui en termes de technologie, en termes d'efficacité. Et je suis très heureuse d'avoir 2 collègues, le ministre du Budget, le ministre des Finances, qui ont cette même vision d'une administration plus moderne. Et donc, une des questions sur laquelle on se penche, c'est de voir comment fluidifier la paie, la rendre plus fréquente déjà, mais aussi la fluidifier. Tous les mois. Oui, parce que... Plus tous les 3 mois, tous les 6 mois. Justement. Ils ne sont pas satisfaits de cela. Tout à fait. Pendant des décennies, il y a eu cette pratique de payer de manière trimestrielle. Mais vous vous imaginez, vous êtes loin de chez vous et on accuse un retard. Ce n'est pas un retard d'1 mois, c'est un retard automatiquement de 4 mois. Donc ça, c'est la première priorité. Briser ce cycle-là et aller vers un cycle beaucoup plus humain et beaucoup plus qui facilite les choses à nos diplomates. Payer aussi leurs frais d'installation ? Justement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments qui montrent que ce n'est pas uniquement une question des affaires étrangères, qu'il y a une responsabilité pour nous. On doit s'assurer, avant
de signer un ordre de mutation que les moyens sont disponibles. Pourtant, ils sont nombreux aujourd'hui. Justement. Pour ne pas, justement, accumuler ces dettes, pour ne pas exposer nos diplomates à des conditions de travail dès le premier jour qui sont invivables. Et donc, c'est ce travail que nous devons faire de manière conjointe avec le budget, avec les finances, pour avoir aussi une meilleure planification. Et il y a aussi une partie importante que nous allons faire avec le ministère de la fonction publique pour avoir une gestion et une planification budgétaire qui est beaucoup plus holistique. Ne pas uniquement voir un individu en termes de son salaire, mais un individu en termes de son salaire, ses frais d'installation, ses frais de retour. On doit avoir le package. On ne peut pas envoyer quelqu'un en poste sans pour autant s'assurer que cette arrivée-là sera prise en charge. Parce que ça veut dire que la personne arrive et dès le jour 1, les choses sont déjà assez critiques. Ensuite, on doit attendre 3 mois pour avoir son salaire. Donc, vous voyez qu'on accumule les défis. Mais encore une fois, je suis extrêmement heureuse d'avoir des collègues qui sont animés de cette bonne foi. Donc ça, c'est un des grands défis. Voir comment, en équipe, en symbiose avec les autres ministères qui nous accompagnent, on peut trouver des solutions à cette problématique. Donc ça, c'est la première dimension du travail d'équipe. La deuxième dimension, c'est aussi qu'on doit voir la notion du travail d'équipe sur une axe du temps. Je suis ministre maintenant, mais je suis aussi membre de l'équipe, si vous voulez, du prochain ou de la prochaine ministre qui viendra après moi. Ça veut dire que j'ai une responsabilité de m'assurer que je fasse le maximum, mais aussi que je pose les bases pour que ce travail continue. Je ne me vois pas comme acteur isolé, mais dans cette continuité-là, de plusieurs membres d'équipe, membres d'équipe de ministres des Affaires étrangères qui travaillent ensemble, le passé, le présent, le futur. Et donc, ma responsabilité, c'est de faire autant que je peux pendant que je suis ministre. Mais aussi pour les autres. Pour les autres qui viendront après moi. Parce que je vous le dis en toute transparence, nous n'allons pas résoudre tous ces problèmes du jour au lendemain. Mais nous allons avancer si nous posons les bases maintenant, si nous les consolidons, si nous les verrouillons, et si nous nous assurons que ceux qui viennent après nous ont toutes les chances d'avoir encore plus de succès. Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre aujourd'hui ? Récemment, nous étions au Maroc, pays où il y a 6 ou 8 diplomates, ils sont à 16. Il y en a même un, celui qui a pleuré, parce qu'il y en a un qui a pleuré, il faut en parler. Pas de frais d'installation, sa femme qui travaillait comme fonctionnaire dans une organisation internationale ici à Kinshasa a dû le suivre, n'a donc plus de salaire. Le salaire de son mari est plus faible que celui de sa femme quand elle travaillait à Kinshasa. Qu'est-ce que vous leur promettez aujourd'hui à ceux qui croient au Congo ? J'ai vu que dans votre équipe, il y a d'anciens fonctionnaires de l'ONU. Qu'est-ce que vous leur promettez parce qu'eux ont plus cru en leur pays qu'aux organisations internationales ? Je leur promets un leadership qui est aussi inspiré par ce même sacrifice. Un leadership qui vit ce sacrifice-là pour l'intérêt du pays. Un leadership qui est axé sur la connaissance, l'expertise, mais aussi l'humilité d'associer les uns et les autres pour travailler en symbiose. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que justement, pour trouver des solutions durables aux défis auxquels nous faisons face, en particulier nos diplomates, je promets que nous allons travailler ensemble avec les autres ministères, que nous allons trouver des solutions pratiques aux problèmes auxquels nous faisons face, que nous avons déjà amorcé un processus ou une démarche auprès du ministre des Finances pour le rapatriement et la prise en charge du rapatriement de plus de 100 diplomates, parce que ça aussi, ça pose problème. On a beaucoup de diplomates, justement, qui sont à trop, si vous voulez, ou trop nombreux dans les ambassades, faute de frais de rapatriement. Donc ça, c'est aussi une des priorités, de décongester nos ambassades. Je promets aussi de réfléchir de manière plus réaliste sur ces défis-là, ces défis de recettes auxquels nous faisons face, ces défis de liquidité auxquels nous faisons face, et d'y apporter des solutions stratégiques. Numéro 1, la numérisation du ministère. Numériser le ministère pour que nous ayons un meilleur contrôle sur nos recettes, une meilleure visibilité sur nos processus en interne. Cela veut dire aussi numériser les processus tels que l'obtention de visa,
Qui pose problème, j'ai une question à ce sujet, oui. Donc de passer de visas ordinaires qui sont octroyés par nos ambassades vers un système de e-visa, ce qui voudrait dire que nous canalisons et nous captons tout. Nous avons une meilleure visibilité sur les recettes que nous générons. La question du passeport, je sais aussi qu'elle suscite beaucoup de questions. On va y arriver aussi. De voir comment nous identifions les lacunes dans le système actuel pour mieux capter ces ressources. Et troisièmement, réfléchir aussi sur nos installations ou nos investissements immobiliers dans les différents pays pour voir comment nous pouvons aussi les mettre en valeur pour générer plus de recettes et pour de cette manière avoir un ministère qui jouit d'un peu plus de liquidité et un peu plus de flexibilité pour répondre à ces différents défis. Évidemment, en même temps, il y a aussi ce plaidoyer en interne qui doit se faire, à savoir la diplomatie, elle coûte. Et donc, il faut aussi y mettre les moyens. Mais nous essayons de travailler sur plusieurs axes en même temps pour justement avoir plus de ressources et une meilleure capacité pour être à la hauteur de ces défis. En parlant des recettes du ministère, les visas, c'est pour le ministère des Affaires étrangères. Alors, les visas sont répartis entre Affaires étrangères et d'autres services. Ministère de l'Intérieur notamment, DGM, Direction Générale de l'Immigration. Qui est sous le ministère de l'Intérieur. Certaines ambassades se plaignent de ne plus avoir, depuis que le président Tshisekedi a décidé que les Congolais d'origine pouvaient être servis à Kinshasa, des recettes de ces visas. Solution trouvée pour ce faire ? Justement, nous engageons les discussions avec le ministère de l'Intérieur. Et évidemment la DGM qui est sous la houlette du ministère de l'Intérieur pour réfléchir sur la question des e-visas et pour mieux canaliser cette question. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, les recettes des visas ne reviennent pas uniquement aux affaires étrangères, donc il y a aussi une discussion qui doit être menée sur une meilleure répartition. Mais tout d'abord, et je pense que ça c'est dans l'intérêt de tous les ministères et toutes les institutions concernées, la priorité devrait être l'amélioration du captage de ces recettes, parce qu'il y en a beaucoup qui nous échappent. Et donc, en captant mieux ces recettes, y compris à travers un système numérisé de e-visa, on espère voir une nette augmentation en termes de recettes et donc une meilleure capacité de répartir ces recettes et de répondre aux besoins des uns et des autres. À quand pouvons-nous attendre ce e-visa ? Début 2025. Vous savez, c'est un processus que nous voulons faire en toute transparence. Donc, il y a toutes sortes de barrières administratives, si vous voulez, à gérer quand il s'agit de passation de marché. Donc, nous voulons le faire en toute transparence et en toute responsabilité, tenant compte évidemment des intérêts de la République démocratique du Congo. Donc, nous voulons aussi signer un contrat de manière responsable qui ne nous coûtera pas trop cher et qui sera à la hauteur de nos attentes et à la hauteur justement du service que nous voulons donner aux demandeurs de visa. Je voudrais terminer avec la gestion de la diaspora, mais avant, question passeport. Pourquoi vous ne dites pas aux Congolais que le passeport actuel doit changer d'ici 2026 ? L'OACI prévoit une nouvelle norme, la 39794, qui remplace la 19794 qui, oui, on s'est renseigné, qui démarre au 1er janvier 2026. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit plutôt aux Congolais qu'à l'horizon 2026, au niveau international, ces passeports devraient changer ? Alors, je peux vous dire que nous sommes dans le processus, justement, du lancement du nouveau passeport biométrique de la République démocratique du Congo, un passeport qui répond justement à ces normes. Il y a un contrat qui a été signé en mai 2023. Donc, c'était une de mes priorités quand j'ai pris les commandes du ministère des Affaires étrangères, justement de voir comment ce contrat-là pouvait entrer en vigueur dans les plus brefs délais. Donc, le contrat a été signé en mai 2023. En juin 2024, une année plus tard, nous avons directement amorcé ces travaux-là pour ne pas accumuler encore plus de temps perdu. Ça faisait déjà 12 mois. Et nous avons réexaminé le contrat
équilibrer certaines clauses et nous sommes en train d'avancer avec détermination vers le lancement du nouveau passeport en début 2025, en janvier 2025, un passeport qui répondra à ces normes-là. Je pense qu'il y a eu, si vous voulez, un temps nécessaire pour identifier un nouveau prestataire qui allait justement nous fournir ces passeports à la hauteur de ces nouveaux standards. C'était pas possible de continuer avec le précédent, hein? Non. Ce n'était pas possible. Il y a eu un processus de passation de marché en toute transparence. Le contrat avec le nouveau prestataire Dermalog a été validé par son Excellence Madame la Première ministre. Et donc, c'est un processus dont nous avons hérité, mais en même temps qui avait déjà accumulé un retard très important. Et donc, pour nous, c'était la priorité dès le début de dire nous voulons nous assurer que les failles que nous observons maintenant dans le système d'octroi de passeport ne se répètent pas. Et nous voulons rapidement lancer ce nouveau passeport. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur ce nouveau passeport. Tout ce qu'on sait, c'est que d'ici à 2030, les anciens passeports pourront continuer d'exister. On ne va pas nous imposer, dites-le nous, on ne va pas nous imposer de tout changer maintenant. Non. Surtout pour ceux qui viennent de l'avoir après, ou ceux qui sont en cours. Pour eux, par exemple, ceux qui ont déjà payé, qui attendent encore leur passeport. Qui attendent encore leur passeport. Bon, là, peut-être qu'on peut voir s'ils sont prêts à attendre jusqu'en janvier, mais théoriquement, tous les passeports qui sont octroyés jusqu'à l'entrée en vigueur ou en circulation du nouveau passeport gardent leur validité. Jusqu'en 2030. Tout à fait. 2030, tout au plus tard. Ça ira mieux. Les passeports seront au Maroc. Beaucoup se sont plaints chez la Première ministre. J'y étais, hein, vous savez. Qu'il est difficile pour eux, faute de machines, de pouvoir avoir rapidement des passeports. Et pour la diaspora particulièrement, se retrouver à l'étranger sans passeport, c'est souvent très gênant. Très gênant. Beaucoup deviennent sans papier à cause de leur pays d'origine. Tout à fait, tout à fait. Ça se passera mieux avec Dermalog ? Alors, ce n'est pas uniquement Dermalog. C'est pour cela que je dis que nous avons aussi pris le temps nécessaire pour mieux comprendre les défis auxquels toute cette problématique des passeports se bute. Tout d'abord, nous avons un défi principal, c'est le prix du passeport. Combien va-t-il coûter ? $99, $99. Le prix ne va pas changer. Prix officiel. Prix officiel. Et justement, c'est de cela que je voulais parler en tout premier. Prix officiel, $99. Je le sais parce que je suis passée par là avant d'être ministre, que le prix officiel devient autre chose quand on est pressé. Le prix officiel devient autre chose quand, pour une raison quelconque, on tombe sur quelqu'un qui n'est pas le plus honnête. Le prix officiel, c'est qu'en règle générale, la vérité, c'est qu'en règle générale, le prix officiel n'est qu'indicatif. Très bien. Mais il est indicatif pourquoi ? À cause d'un facteur humain. Intermédiaires nombreux. Voilà. Et à cela, et c'est pour cela que je dis que nous avons pris le temps nécessaire pour étudier la question, nous voulons mettre fin. Ça veut dire que le passeport se paiera soit par carte de crédit, ou par, et ça c'est au fur et à mesure évidemment, nous n'avons pas encore toutes les options en place en même temps, soit par paiement au guichet auprès de la banque désignée, soit avec le temps, nous l'espérons aussi, par M-Pesa ou Mobile Money. Pourquoi ? Parce que nous voulons juste avoir une transaction directe entre l'individu et le ministère des Affaires étrangères. Et plus de transparence. Pas d'intermédiaire. Et plus de transparence. Et plus de transparence parce que ça veut dire que nous recevons les recettes immédiatement. Ça veut dire aussi la même chose pour nos ambassades. Maintenant, vous avez parlé d'une autre question, l'acheminement des passeports, le temps que ça prend au niveau des ambassades. Et la capture aussi. Attention. Et la capture. Donc, ce qui est prévu aussi avec notre nouveau prestataire, c'est que la capture biométrique se fera au niveau de toutes nos ambassades. Nous allons avoir des séances de formation pendant lesquelles des experts de toutes nos ambassades seront regroupés au niveau de la centrale de notre nouveau prestataire. Nous allons le faire en ordre de zone géographique. Ils vont tous être équipés avec des kits de capture. Maintenant, c'est pour cela que je dis que le tout ne repose pas uniquement sur ce prestataire. Maintenant, la responsabilité pour les affaires étrangères aussi, c'est de trouver une réponse aussi à cet écart entre capture au niveau des ambassades, envoi des données biométriques et ensuite
envoie du passeport. Et c'est là où nous voyons aussi qu'il y a des retards qui s'accumulent. Et donc, nous sommes déjà en train de réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons rendre ces délais-là plus brefs, encore une fois, à travers une automatisation, si vous voulez, ou une mise en place d'un système qui nous permet d'acheminer les passeports plus rapidement. Comme ça, nous n'avons pas ces écarts au niveau des ambassades pour que ceux qui ont payé pour leur passeport, et nous l'espérons aussi au niveau des diasporas, ce sera plus facile. C'est beaucoup plus facile de payer pour un passeport avec sa carte de crédit. On s'enregistre déjà sur un site Internet, par exemple. Et donc, nous voulons fluidifier le tout pour réduire ce qui, pour nous, jusqu'à présent, malheureusement, a représenté un des plus grands défis. C'est ce niveau ou ces occasions-là d'interférence humaine. Et donc, nous essayons de réduire cela pour justement fluidifier le processus, le rendre plus facile pour nos clients, si on veut le dire comme ça, et aussi le rendre plus facile et plus transparent en termes des recettes que nous captons. En termes de protection des données et de souveraineté, c'est un partenaire privé. Ça pose pas problème. Ce n'est pas au Congo de tout faire. Le dermalogue allemand aura plus de données sur la RDC. Pas de crainte, aucune crainte de ce côté-là? Alors, pas de crainte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un élément de prévoyance et d'anticipation dans la négociation du contrat, qui est extrêmement important. Il ne s'agit pas uniquement d'un prestataire qui va gérer la production des passeports et les bases de données. Il y a un élément déjà très important, et le prestataire travaille déjà là-dessus, d'un chronogramme de capacitation des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères dans la gestion de cette base de données. Et il y a un deuxième projet, un projet qui prévoit l'implantation d'une imprimerie en République démocratique du Congo pour nos passeports. Et donc, nous reconnaissons, si vous voulez, à travers ce contrat, le besoin et la lacune que nous avons actuellement et le besoin en termes de capacité pour produire nos propres passeports, raison pour laquelle nous faisons appel à une société privée, encore une fois, qui a une bonne réputation, qui a été sélectionnée à travers un processus transparent. Nous avons fait appel à cette société privée, mais nous avons inclus dans l'accord avec cette société privée ou dans le contrat avec cette société privée une dimension de renforcement de capacité locale, et nous avons prévu un deuxième contrat qui prévoit la mise en place d'infrastructures, justement, qui permettront à ces Congolais et ces Congolaises, dont les capacités auront été renforcées, de prendre les choses en main. Donc nous sommes dans une logique, si vous voulez, d'une prise en charge continue et progressive de cette responsabilité et de cette question hautement stratégique et hautement sensible par la République démocratique du Congo. Madame Thérèse Kaïkwamba, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Lusakweno. Vous avez l'air étonné, c'est pas fini? C'est pas fini. Je vous disais merci pour tout ce volet. Ok, je pensais que c'était fini. Parlons de la diaspora. Parlons de la diaspora. Elle se plaint, vous en avez été très longtemps, hein. Elle s'est plaint du manque d'attention du pays. Hier, il y avait un ministère, aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, est-ce que vous comprenez ces plaintes? Évidemment que je les comprends. Elles sont tout à fait légitimes. Et je pense qu'elles sont encore plus légitimes et audibles dans un contexte du 21e siècle, avec les réseaux sociaux, où on voit et on observe à quel point d'autres diasporas sont dynamiques, à quel point d'autres diasporas sont intégrées et sont peut-être mieux accueillies dans leur pays d'origine. Et donc pour nous, c'est évidemment un défi. Comme vous l'avez dit, il y avait à un moment un ministère dédié, mais je peux vous dire qu'au niveau des affaires étrangères, nous avons une direction des Congolais de l'étranger. Qui fait quoi ? Qui se pose justement ces questions-là, qui se prépare à notre 13e conférence diplomatique qui aura lieu en début 2025. Conférence diplomatique des ambassadeurs pour parler de la diaspora, alors que cette diaspora se plaint et pour beaucoup n'a pas forcément contact avec l'ambassade. Mais justement, la conférence diplomatique aura comme particularité en 2025, la 13e conférence diplomatique aura comme particularité en 2025 de se pencher sur la définition de notre politique extérieure. La République démocratique du Congo n'a jusqu'à présent aucun document cadre qui
explique notre position, notre lecture du monde, des régions, des enjeux du monde et comment, encore une fois, nous défendons et nous voyons nos intérêts dans ce contexte-là. Donc pour nous, c'est le grand défi et c'est le grand rendez-vous, début 2025, cette conférence diplomatique qui va se pencher sur ces questions-là. Et la question de la diaspora joue un rôle très important, parce que la diaspora, c'est en même temps notre relais. Donc, juste pour vous donner, je me permets cette petite parenthèse sur la conférence diplomatique, mais pour vous donner un bref aperçu. Donc, l'idée, c'est de se pencher sur ces questions géopolitiques et ces questions régionales et sous-régionales et de définir notre posture en tant que République démocratique du Congo par rapport à ces dynamiques-là, mais en même temps se pencher aussi sur des questions transversales de notre diplomatie, à savoir la diplomatie culturelle, la diplomatie environnementale, la diplomatie de défense. Et donc, aussi la question de la diaspora, où la diplomatie a un très grand rôle à jouer, où nos ambassades ont un très grand rôle à jouer. Et je pense qu'une fois que nous aurons défini cette politique extérieure de la République démocratique du Congo, comment nous voyons le monde et nous voyons les grands enjeux du monde, nos ambassades, nos ambassadeurs seront mieux outillés justement pour être des meilleurs répondants, de meilleures interfaces aussi avec nos différentes diasporas. Un autre aspect, c'est que nous parlons aussi avec beaucoup d'autres pays de la région pour apprendre de leur expérience. Nous regardons des pays comme le Ghana, comme le Sénégal, comme le Nigeria. Comme le Maroc. Comme le Maroc. Surtout le Maroc. Non, parce que quand on voit comment le Maroc prend en charge sa diaspora... Tout à fait. Justement, on est loin du compte. Hein. Il y a tout un potentiel que nous captivons pas encore, que nous captons pas encore, et qui nous échappe. Et je pense qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels, ou beaucoup de questions sur lesquelles nous allons aussi travailler ensemble avec d'autres ministères. Nous le faisons déjà avec le ministère de l'Emploi, qui a lancé une initiative justement pour voir comment appuyer les investissements venus de la diaspora, donc des Congolais qui retournent en République démocratique du Congo et qui veulent investir, et voir comment on peut donner des subventions. Donc ça, ce sont déjà des initiatives innovantes, justement, qui nous aident à voir comment capter le capital de la diaspora. Un autre aspect qui pourrait être très intéressant et utile pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut répertorier les compétences de notre diaspora. Parce que, justement, il n'y a aucun pays au monde où vous ne trouverez pas un Congolais ou une Congolaise. Particulièrement à de très hautes sphères. Justement. Au Canada. Où là, et là, je pose le dernier problème de cette diaspora, ils sont plus Congolais, ils sont Canadiens aujourd'hui. Ils ne sont pas Canadiens, ils sont citoyens canadiens. Et ils exigent, enfin, ils demandent tous, ils aimeraient tous voir cette double nationalité revenir. Alors, c'est aussi votre vue de ce problème. Vous les avez entendus, vous les avez rencontrés, vous pensez comme eux? Au Canada, vous allez les aider? J'ai eu le privilège de rencontrer... je vais dire un échantillon, on n'arrive jamais à rencontrer tout le monde, mais un échantillon de notre diaspora extrêmement dynamique quand j'étais à Toronto en septembre. Et c'était des échanges justement très constructifs, très riches, mais aussi où la question de la double nationalité, ce n'était pas uniquement au Canada, c'est une question qui revient à plusieurs reprises, a été posée. Je pense que c'est une question tout à fait légitime. Il y a un souci, si vous voulez, il y a une attache qui reste pour beaucoup de Congolais qui ont quitté le pays, mais qui se sentent encore, et évidemment qui le sont encore, Congolais. Et qui investissent autant, énormément au Congo. Justement. Est-ce qu'on peut se passer d'eux? Est-ce qu'on peut se dire non, vous n'êtes plus vous êtes certes d'origine, mais vous n'êtes plus, puisqu'ayant contracté une autre nationalité, vous n'êtes plus de la communauté congolaise? Bon, je pense que ça, c'est un débat légal. Je pense qu'il y a des perspectives pour peut-être repenser cette question. Tout le monde parle d'une possible révision de notre Constitution et de certains aspects de cette Constitution. Donc, peut-être que ce sera l'occasion d'en parler. Sur la question de la Constitution, le président a été très clair. Il y aura une commission, il y aura des travaux, il y aura des consultations qui auront lieu justement pour recueillir des avis, des contributions, et donc ce sera peut-être aussi l'occasion de se pencher sur cette question, mais je ne veux pas spéculer, je ne veux pas me pencher là-dessus trop tôt, mais je comprends tout à fait la préoccupation, et d'un point de vue très pragmatique,
je le perçois pour nous, en tout cas, comme une perte si nous ne saisissons pas ce capital humain. Et donc, le défi pour nous, en tenant compte évidemment de toutes ces questions d'ordre juridique, le défi pour nous, en respectant justement le cadre légal, c'est de voir comment, dans ce cadre légal, nous pouvons quand même capitaliser sur ce potentiel-là de la diaspora. Ça veut dire, comme je le disais avant, de voir comment, au niveau des affaires étrangères, nous pouvons avoir un meilleur répertoire des Congolais de l'étranger, un répertoire de leurs compétences, un répertoire qui nous permet, par exemple, de solliciter ou d'intéresser certains à revenir au Congo quand nous sommes dans une logique, justement, d'investissement étranger. Pourquoi ne pas avoir la capacité de dire « nous avons des experts dans tel et tel domaine, si vous voulez investir dans le domaine de l'infrastructure et vous êtes une compagnie venant du Canada, eh bien voici tous les ingénieurs d'origine congolaise formés au Canada à la hauteur de votre système en place, professionnel, auquel vous pouvez ou que vous pouvez solliciter. Pensez aussi ce que ça veut dire pour la diaspora de revenir au Congo, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Donc être de la diaspora ne veut pas dire qu'on veut nécessairement plier bagages et déménager et revenir à Kinshasa. Non. Donc nous devons penser aussi à des modalités. Est-ce qu'il y a des possibilités de stage? Est-ce qu'il y a des possibilités de volontariat où nous travaillons en partenariat avec les autres pays pour dire tel ou tel expert peut être détaché à un ministère, à une entreprise, et cette contribution-là, ce volontariat-là, va lui être reconnu quand il rentre chez lui ou chez elle. Et donc, c'est aussi de repenser la diaspora et de la positionner dans la réalité du XXIe siècle, mais aussi la réalité vécue de ces membres de notre diaspora qui parfois ont déjà établi leur propre famille et investi dans le pays d'accueil où ils sont et donc veulent garder une attache mais sans pour autant complètement s'installer à nouveau en République démocratique du Congo. Donc ce sont tous les défis auxquels cette direction, des Congolais de l'étranger devra réfléchir dans le cadre aussi de notre 13e conférence diplomatique.